Bonjour, je m'appelle Céline, je suis la cofondatrice de Résilience, une communauté de patientes et patients, de familles, d'amis, d'aidants, bref, de tous ceux qui, un jour, ont croisé le cancer sur leur chemin. La résilience, c'est l'aptitude à se construire et à vivre en dépit de circonstances traumatiques. Alors ici, nous allons tenter de donner vie à ce concept en tendant le micro à celles et ceux qui en parlent le mieux. Pas de conseils médicaux, pas de mode d'emploi, pas d'injonction, mais plutôt une pause, une rencontre, un témoignage, une voix. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Lily. Lily a été diagnostiquée d'un cancer du sein à l'âge de 29 ans alors qu'elle vivait à Montréal. Graphiste de formation, elle lance presque immédiatement un blog pour raconter à sa façon sa maladie à ses proches restés en France. Peu de temps après, elle l'ouvre au public et fait le buzz jusqu'à publier quelques mois plus tard une bande dessinée. Depuis, elle utilise son art pour briser les tabous et parler des sujets difficiles, que ce soit sur le corps féminin, le féminisme plus globalement, la maternité ou le cancer. Parce que oui, avoir un cancer du sein ne veut pas dire renoncer à être maman. Lily prend le temps aujourd'hui de nous raconter son parcours de patiente du cancer du sein, d'illustratrice engagée et de mère. Bonne écoute. Je m'appelle Lily Saune, j'ai 37 ans et je suis autrice de bande dessinée. Et quand j'avais 29 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. À ce moment-là, j'habitais à Montréal, au Québec, qui est une province du Canada. Et donc j'étais loin de ma famille et de mes amis. Et assez naturellement, j'ai ouvert un blog BD où j'ai d'abord annoncé et ensuite raconté tout ce qui faisait mon quotidien dans cette maladie-là. Et donc je l'ai fait en bande dessinée. Avec plein d'humour et plein de couleurs parce que de manière très sincère et assez spontanément, c'était vraiment à l'opposé de ce qui était en train de m'arriver, mais j'avais besoin de ça en fait. J'avais pas décidé d'avoir une maladie, d'avoir ce cancer-là, mais j'avais envie de décider de quelle manière j'allais la vivre. Ça faisait plusieurs fois que je remarquais que mon téton, il était un peu bizarre, il rentrait et tout. Et puis ma mère m'avait toujours dit de faire attention à mes seins. Et donc je suis allée consulter. Parfois souvent c'est compliqué d'aller consulter au Québec parce qu'il faut avoir un médecin traitant et il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'avais la chance, dans mon entreprise, il y avait une clinique intégrée à ce moment-là. J'étais dans une grosse entreprise. Je suis allée consulter assez rapidement. Au début, elle a palpé, elle sentait rien. Elle m'a demandé de revenir 3 mois plus tard. C'était toujours pareil. Et par acquis de conscience, elle m'a envoyé faire une écho. Pendant cette échographie, le monsieur me demande: donc ça fait combien de temps que vous sentez cette boule qui a la taille d'une balle de ping-pong? Et j'étais comme: «Ah, eh ben non, désolée, je ne la ressentais pas. Vous m'apprenez que du coup, j'avais une masse accrochée à mon canal lactique, donc qui était vraiment au centre du sein. Et ensuite, ça s'est assez rapidement enchaîné. Et c'est sûr qu'en sortant de cette échographie, je me suis quand même doutée qu'il y avait quelque chose de très bizarre. Et je pense que c'est là que ça a été le plus difficile parce que je pense que j'avais compris que c'était sûrement un cancer. À ce moment-là, c'était vraiment lunaire, quoi. Je me souviens que j'étais dans la rue avec mon conjoint, qui est toujours le même, et que la neige fondait. C'était en février, puis c'était vraiment de la sludge, comme on dit là-bas, donc de la neige qui fond, qui est toute grise. Ça fait un peu, c'est vraiment pas très très beau. Et on se disait: non mais c'est juste un mauvais cauchemar. En fait, je vais me réveiller, puis c'est juste une blague. En fait, c'est pas possible qu'à 29 ans, on me diagnostique un cancer du sein. Et en fait, non, c'était vraiment ça. Puis ça s'est très vite enchaîné. J'ai eu une biopsie. Donc là, on vient prendre un morceau de la tumeur à travers la peau. Très vite, j'ai su que c'était un cancer du sein. Et d'ailleurs, je me souviens très bien puisque j'ai organisé un dîner de la Saint-Valentin avec des copains qui étaient célibataires ou non, je crois. Et puis on avait, je reçois en fait pendant que j'étais en train de préparer, pendant que mes amis arrivaient, je reçois un coup de fil de ce médecin génial que je venais de rencontrer et qui me dit les cellules sont malignes. Et moi, sur le coup, j'ai pas du tout compris. J'ai raccroché un peu béate et j'ai dit à mes amis: je crois que j'ai un cancer, mais je suis pas sûre. En tout cas, j'ai rendez-vous lundi matin à 8h, donc j'imagine que ça doit être ça. Mais sur le coup, je réalisais pas, en fait. C'était tellement gros comme nouvelle que je pense que pour une question de survie, j'ai débranché mon cerveau.
Il y a eu cette biopsie, du coup, cette confirmation que c'était bien un cancer du sein. Très vite, je me suis fait opérer, peut-être 15 jours après, et donc on m'a retiré cette tumeur avec, du coup, une marge de sécurité, ainsi que des ganglions, sentinelles. Pas tous les ganglions du bras parce qu'en fait, du coup, vu qu'ils font le test tout de suite, ils découvrent que, le cancer n'est pas sorti, de sa zone première, et ils m'enlèvent aussi mon téton, ils étaient pas sûrs. Et je me souviens que juste avant, cette opération-là, on a vite regardé avec l'infirmière qui me préparait, pour aller au bloc, une image, sur Google Images de à quoi ressemblait un sein sans téton, juste, parce que j'avais besoin de voir. C'était pas sûr, et en effet, il a pas pu garder le téton, voilà, j'ai eu ça. Ensuite, on a fait une préservation de ma fertilité puisque j'ai eu de la chance, je crois que quelques mois avant, j'avais lu un article, sur, la préservation de fertilité avant une chimio, parce que la chimio pouvait éventuellement, détruire ma réserve ovarienne. Donc j'ai fait ça, et ensuite, j'ai eu un cycle de chimio, d'abord des très grosses chimios, ensuite pendant, 1 mois et demi, 2 mois, et ensuite des plus petites chimios toutes les semaines, et puis j'ai enchaîné sur, une chimio tous les mois pendant 1 an. Puis j'ai aussi commencé l'hormonothérapie, enfin le gros, le menu best-of, quoi. Et par contre, j'ai échappé, à la radiothérapie puisque entre temps, j'ai eu sur ce coup-là, j'ai eu assez de chance, on va dire, puisque il y a un nouveau service de médecine génique qui ouvrait dans un hôpital, et j'ai eu un rendez-vous hyper rapidement, et donc j'ai rencontré du coup un médecin qui m'a fait faire les tests pour savoir si j'avais une mutation génétique et si mon cancer venait de là. Et en fait, on a découvert que oui, j'étais porteuse d'une mutation BRCA1. Et c'était peut-être 6 mois après l'affaire, après que Angelina Jolie ait parlé de sa mutation. Et donc pour moi, c'était assez clair, je comprenais. Ça m'a vraiment permis de faciliter la compréhension de cette problématique-là. J'ai décidé assez rapidement, du coup, de me faire enlever les 2 seins de manière préventive, parce que j'avais énormément de chances de refaire un cancer du sein. Donc ça m'a permis aussi d'éviter la radiothérapie. Et donc j'ai été opérée, peut-être deux mois après la fin de ma chimio. Malheureusement, j'ai chopé un staphylocoque doré ou quelque chose, de similaire, enfin une infection, et donc on a été obligé de me retirer une de mes 2 prothèses, et là, je faisais un petit peu moins la maline. J'avais réussi vraiment à garder, le moral tout le long, mais là, je pense que ça m'a vraiment achevée, et pour le coup, j'ai pas souhaité me faire reconstruire tout de suite, parce que j'en pouvais plus, en fait, des opérations, et j'ai attendu, après ça, j'en avais marre, j'avais envie d'un changement dans ma vie, donc je suis rentrée en France, m'installer, à Marseille, et là, j'ai repris, du coup, mon suivi dans un institut, du cancer, et j'ai rencontré une super chirurgienne qui m'a proposé un travail de reconstruction, que j'ai fait en 2 fois, et dont je suis très contente du résultat aujourd'hui. Même si je me pose des questions, est-ce que j'ai même pas réfléchi si je devais me faire reconstruire ou pas, je l'ai fait comme si c'était une évidence, et aujourd'hui, je me demande, tiens, si c'était à refaire, je me demande si je le ferais, parce que je pense qu'une femme ne se définit pas par ses seins. Mais je pense que j'étais pas à ce niveau-là de ma réflexion féministe, quand j'avais 29 ans. La phase des 5 ans est terminée, donc je suis même plus suivie, à l'Institut Paoli-Calmettes, du coup à Marseille, donc dans cet institut du cancer. Je suis vraiment juste, suivie par ma gynéco de ville, 1 fois par an. Elle me fait faire une mammo, et c'est tout, et c'est un peu flippant parce que on a tellement l'habitude, enfin j'ai tellement l'habitude d'avoir été suivie que là, tout d'un coup, je me retrouve un petit peu, lâchée, dans la nature, mais après, je vais quand même faire mes mammos, à l'Institut du cancer, parce que si je vais chez un échographe de ville, en voyant mon dossier, il va tellement flipper que je préfère aller directement là-bas, et c'est plus simple. Et donc Montréal, c'est une ville du coup où il y a les 2 langues, il y a le français et l'anglais. Je me suis un peu retrouvée dans plein d'hôpitaux différents, et la chimio, je me suis, retrouvée dans un hôpital qui est plutôt anglophone, et donc j'étais suivie par un médecin très âgé. Je sais pas, il devait avoir au moins 90 ans. Non, j'exagère, mais
Et ce qui était rassurant parce que je me suis dit qu'il devait sûrement avoir vu plein de choses. Et sauf que du coup, lui ne me parlait qu'en anglais. Et c'était quand même hyper étrange. Déjà, c'était tout un nouveau vocabulaire, on va dire médical, que je découvrais, tout un nouvel univers de mots. Mais là, en plus, c'était pas ma langue maternelle, c'était chaud, en fait, parce que même moi, pour exprimer des effets secondaires, pour poser des questions hyper précises, c'était hyper compliqué, quoi. Enfin, j'avais l'impression de jouer à la pyramide avec lui. Et parce que moi, je parlais anglais, mais pas dans un niveau de vocabulaire médical, et lui parlait pas très bien français. Jusqu'à ce qu'un jour, il parte en vacances et il soit remplacé par un jeune médecin algérien avec qui mais je me suis hyper bien entendue. Bon, déjà, il parlait français, c'était pas mal. Et puis surtout, j'ai eu un hyper bon feeling. Et je crois que c'est ce jour-là que j'ai compris et que j'ai pris la décision qu'en fait, si le médecin ne me plaisait pas ou si j'étais pas à l'aise, en fait, je changeais et j'avais le droit de changer. Parce qu'en fait, après, j'ai demandé à pouvoir rester avec ce médecin-là et j'ai comme voulu aller m'excuser auprès de l'autre médecin parce que j'étais désolée de devoir changer, parce que bon, j'avais besoin de... Mais en fait, j'ai pas besoin de m'excuser. Enfin, ça me paraît normal d'aller avec la personne qui nous convient le mieux, en fait, surtout dans ces cas-là. J'ai ouvert ce blog vraiment genre 3 jours après le diagnostic, je me souviens très bien. J'étais en train de dîner avec mon copain et un ami. Puis je leur ai dit, si j'ouvrais un blog pour raconter, ça serait beaucoup plus facile. Parce que je me rendais bien compte que c'était très difficile de l'annoncer aux gens. Enfin, il fallait que je gère mon émotion, mais il fallait que je gère l'émotion des autres aussi. Et j'étais pas capable, en fait, de gérer tout ça. C'était trop pour moi. Et donc, c'était vraiment au début un espèce d'outil de communication simple qui permettait de faire circuler l'info auprès de mes proches et aussi tout de suite de donner le ton en fait, de dire bah voilà, ça sera en dessin, en couleur, avec humour parce que en fait, j'avais pas envie qu'on ait pitié de moi en fait, j'avais envie qu'on m'envoie de la force et de l'énergie. Et voilà, ça a été hyper sincère, hyper spontané. Et donc, au bout de 3 jours, je l'ai ouvert et voilà, je l'ai annoncé comme ça, en dessin. Je crois que je me suis demandé une demi-seconde si les gens n'allaient pas mal le prendre. Et en fait, je m'en foutais. En fait, c'était moi qui étais dans un état de détresse. Là, à ce moment-là, rien à foutre des autres. Et, et vraiment, voilà, ça a été l'annonce. Et après, bah, j'ai eu plein d'examens. Et donc, je racontais tout. Je vulgarisais aussi beaucoup. Je vulgarisais pour les autres, mais aussi pour moi, parce que c'était toute une découverte. Et je partais un petit peu avec mon carnet à mes rendez-vous. Je notais tout. Je posais plein de questions pour être très précise ensuite dans ma restitution. Finalement, ça me permettait de rejouer, de refaire en fait avec mes personnages en dessin, un espèce de petit théâtre pour bien assimiler ce qui se passait, bien comprendre. Oui, je le faisais pour les autres, mais je le faisais aussi surtout pour moi, en fait. Parce que, bah, déjà, ça faisait un fil rouge aussi à travers tous mes traitements. Ça remplissait mon temps et puis ça me donnait aussi une fonction parce que j'allais plus au travail. Mais, au moins, j'avais quelque chose à faire, en fait, parce que c'est très difficile de perdre sa fonction sociale. Et là, tenir ce blog, ça me donnait une fonction qui me plaisait. Puis au début, vraiment, je pense que j'avais honte d'être malade, parce qu'il y a un petit peu cette idée judéo-chrétienne un peu qu'on mérite sa maladie. Je me disais que j'avais peut-être sûrement fait quelque chose de mal, je sais pas. Puis je me suis vite enlevé ça de la tête. Le blog me plaisait vraiment beaucoup. J'avais des super bons retours de ma famille et de mes amis. Et puis je l'ai un peu lâché comme une petite bombe sur les réseaux sociaux, mais au début sans trop dire qui j'étais derrière. J'avais un peu envie de garder l'anonymat et ça a fait un petit buzz, comme voilà. Et à tel point même que je me souviens au début, avant mon opération, j'ai continué à travailler. Bon, je servais à rien, hein, clairement, mais comme je savais pas trop quoi faire de ma peau, je continuais à aller au travail. Et une collègue passe devant mon bureau en me disant «Lily, il faut trop que tu vois ça. Il y a une fille super. Bon, elle a un cancer du sein, mais elle fait un blog BD génial. Viens voir.» Et je lui dis «Ben, je connais, en fait, c'est moi.» Bon, elle a failli tomber sur place, mais voilà, comme quoi, ça faisait un petit peu le tour. Finalement, je me suis dit, bon, bah tant pis, j'assume et je dis que c'est moi. Et du coup, c'était génial parce que ça m'a mis en lien avec plein d'autres jeunes femmes qui étaient dans mon cas. Et pour le coup, je me retrouvais toute seule un peu. J'avais l'impression d'être la seule jeune fille de 29 ans à avoir le cancer du sein, mais bon, malheureusement, pas du tout. Et je suis rentrée en communication aussi avec plein de femmes plus âgées qui me donnaient des conseils. Enfin, c'était vraiment génial. Je découvrais une communauté qui partageait ses expériences et c'était trop bien.
de pas se sentir isolé, quoi. Et aussi, tout d'un coup, plein de gens suivaient mon histoire et m'envoyaient du soutien, et ça faisait énormément de bien aussi. Et puis, très rapidement, je pense que peut-être 2 mois après l'ouverture du blog, j'ai été contactée par une maison d'édition québécoise qui me proposait en fait d'en faire un livre. Alors, c'était génial parce que mon rêve secret, c'était de faire de la bande dessinée, puis de faire des livres. Mais là, pour le coup, je m'étais dit: «Oh, j'éditerai peut-être un truc moi de mon côté pour l'offrir à mes proches», mais jamais je me disais que les gens seraient intéressés par ça. Et là, c'était un petit peu un rêve qui se réalisait, c'était génial. Bon, après, entre-temps, du coup, ma BD est sortie quand j'étais en train de terminer ma première chimio, et mon éditeur québécois a fait faillite. Mais le jour de la sortie de mon livre. Mais je me suis dit: «Bon, de toute façon, ça sera jamais aussi pire qu'avoir le cancer, donc autant en rire». Et puis après, j'ai trouvé un éditeur français qui a repris le flambeau. À la fin de cette aventure du cancer, c'est sûr que je me suis posé la question: «Est-ce que je suis capable de raconter d'autres choses?» Ça me mettait un petit peu la pression, j'avais très, très envie. Et en fait, assez naturellement et de manière de nouveau, encore une fois, très sincère, j'ai continué à me pencher sur mes questionnements et sur mes expériences personnelles, et c'est vrai que j'avais découvert plein de choses sur mon corps. Enfin, je suis dotée d'une vulve, et du coup, je découvrais comment fonctionnait le cycle menstruel. Je découvrais que mes ovaires contenaient toute la réserve ovarienne de toute ma vie. Je découvrais plein de choses, et je me suis dit: «Mais c'est quand même fou, est-ce que c'est moi qui suis complètement dans un déni total de ces informations? C'est pas possible». Et en posant un peu des questions à gauche, à droite, je me rendais compte que, j'étais pas du tout la seule, qu'il y avait une vraie désinformation et aussi une mésinformation, et j'avais très envie de, moi, découvrir tout ça. Donc j'ai commencé à creuser, ça c'est devenu du coup ma deuxième thématique de BD, et j'ai créé Vagin Tonic, du coup, le guide de la foufoune, et où je découvre tout ça, et j'avais pas envie de dire «on ne sait pas», mais pour moi, c'était très important de dire «je ne sais pas», en fait. Parce que des fois, ça peut être tabou aussi, de révéler qu'en fait, on n'a pas toutes les connaissances de un sujet qui est quand même très important. Mais bon, elle est sortie il y a 5 ans maintenant, je pense que depuis ça a quand même un petit peu évolué. Et après ça, j'ai travaillé sur la maternité parce que j'ai eu un enfant. Et à chaque fois que je posais des questions, on me répondait par cette notion d'instinct maternel, sans forcément expliquer ce que c'était. Donc je me suis dit: tiens, vu que ça a l'air d'être la réponse à tout, je vais travailler là-dessus, je vais me questionner sur ce que c'est, ce fameux instinct maternel. Et donc j'ai fait un album qui essaye de décortiquer cette notion-là. Voilà. Et puis, maintenant, je continue. J'ai fait un album aussi sur le qui questionne le poil féminin, qui n'est pas encore sorti. Là, je viens aussi de partir faire le Compostelle, et je suis en train de faire un carnet de route un peu de ce périple-là. Enfin, plein de projets. Maintenant, ça va. J'ai compris que je suis capable de raconter des histoires et de me questionner. Et c'est vrai que cette mauvaise expérience du cancer du sein, elle m'a un peu éveillée sur plein de questions, notamment sur le féminisme, sur les injonctions faites aux femmes pendant la maladie, mais aussi en dehors, dans la maternité. Et en fait, c'est des choses, qui m'ont rendue militante, et dont j'ai envie de parler, qui me paraissent très importantes, et que je continue à faire vivre dans mon travail aujourd'hui. Et même à côté des bandes dessinées, je travaille pour des assos, des assos féministes. Je travaille pour des hôpitaux avec des chercheurs pour essayer de vulgariser aussi leurs recherches. Je continue à parler du cancer parce que ça me paraît très important. Enfin, c'est quand même quelque chose qui va malheureusement arriver à beaucoup de femmes. Il y a un côté politique et il y a aussi du militantisme dans ce domaine-là. Donc pour moi, ça fait partie des causes qui me tiennent à cœur, tout simplement.
C'est vrai qu'il y a quelque chose que j'aime bien, c'est, pas briser les tabous, enfin, en tout cas, parler des choses qui sont pas forcément aisées, à aborder parce que je trouve que souvent on se sent seul, face à des sujets, face à des problématiques et je me dis que bon, j'ai pas été la seule à avoir un cancer à 29 ans, donc je dois sûrement, pour plein d'autres sujets, ne pas être la seule. D'abord, ça a été, notamment par rapport à des effets secondaires, liés à l'hormonothérapie, par exemple, notamment, beaucoup de sécheresse, vaginale et c'est vrai que, le médecin n'en parle pas, les patientes au début, elles en parlent pas trop entre elles et c'est vrai que c'est quelque chose pour moi, qui était important. C'est très gênant, ça gratte, c'est très désagréable, ça fait mal et j'avais besoin, de parler de ça, en fait et c'est vrai que, j'ai eu je sais pas trop combien de commentaires, sur les réseaux sociaux par rapport à ça et tu dis: «Ah OK, donc en fait, je suis pas toute seule» et puis surtout, ça emmerde tout le monde. Est-ce qu'on peut un peu adresser ce sujet, en fait? Genre juste déjà entre nous, mais peut-être après aussi, se dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut nous aider, puis en parler du coup plus fort au médecin pour essayer de trouver une solution? Mais voilà, ou dans la maternité, de dire, clairement, quand on m'a posé mon gamin sur moi, j'étais pas, full in love, avec lui, dès, les premières secondes. Ça m'a pris vraiment 3 mois, pour me dire: «OK, j'éprouve, de l'amour, pour lui». Enfin, c'est voilà, plein de choses comme ça, qui peuvent être, des fois un peu dures ou c'est aussi des images, un peu toutes faites qu'on se fait, dans plein de domaines différents, voilà. Je trouve ça important de dire la vérité. J'avoue que c'était un peu le deuxième effet kiss pas cool après le cancer du sein. J'ai découvert du coup que je pouvais éventuellement, suite à la chimio, ne plus être fertile. À 29 ans, j'avais pas forcément envie de faire un enfant, mais j'avais envie d'avoir le choix d'en faire un ou pas. Et là, en fait, on me retirait le choix, parce que pour moi, clairement, le discours qui était donné, c'était que, je pourrais sûrement plus avoir d'enfant après ça, en fait, après cette chimio. Et donc, rapidement, c'est moi qui ai abordé, le sujet, en fait, de la préservation, de ma fertilité. Mon médecin m'a suivie là-dedans. Malheureusement, je crois que moi, il y a plein de copines, qui ont été traitées au même moment, à qui on n'en a pas parlé, parce que c'était pas la priorité. Donc moi, j'ai eu la chance, d'aborder ce sujet-là et d'être suivie, là-dedans. Donc j'ai, suivi une stimulation, ovarienne et une préservation d'ovocytes. Donc j'étais mélangée avec des femmes qui, elles, avaient des problèmes de fertilité. Moi, j'arrivais là avec un cancer. Enfin, c'était encore une fois assez lunaire. Ces femmes-là et ces couples-là étaient préparés depuis assez longtemps. Moi, ça a été vraiment hyper rapide pour qu'on puisse vite après commencer la chimio et donc ça a pas été vraiment une partie de plaisir, hein, puisque faut se faire des piqûres, ensuite il y a une ponction. Enfin, ça a été je déteste les piqûres, enfin, maintenant ça va mieux, mais vraiment quand je vois une aiguille, je tombe dans les pommes. Mais donc là, il a fallu aussi prendre sur moi, là-dedans et puis avec mon conjoint, on a décidé tout de suite de faire des embryons puisque ça se conservait mieux et donc il me semble que nous en avons 3 congelés, qui sont encore au Canada. Et puis finalement, c'était très rapide, très médicalisé, mais il y avait quelque chose quand même un peu de positif finalement dans ces 3 embryons-là et qui était plutôt rassurant avant de commencer, la chimio. Et finalement, une fois rentrée en France, avec l'accord de mes médecins, j'ai pu stopper en fait, l'hormonothérapie, et faire une pause en fait, pour tenter d'abord de manière naturelle et ensuite, éventuellement, stimuler, voire éventuellement aller chercher, les embryons au Canada. Mais je n'ai pas eu besoin puisque ça a marché tout de suite et de manière, assez rapide, en fait. Je pense qu'au bout de 3 mois, j'étais enceinte et j'imaginais pas ça. Enfin, quand on s'est dit qu'on faisait un enfant, on savait quand est-ce qu'on commençait, mais on savait pas du tout quand ça allait se terminer. Enfin, on savait que ça allait pouvoir aller jusqu'à l'adoption, en fait. On a été très surpris, que ça marche, très rapidement et peu de temps à donc bien sûr tout le monde était très content puisque au-delà du fait, de créer un nouvel être humain, il y avait la résonance aussi, et la symbolique que j'étais en bonne santé en fait si ça marchait. Donc finalement, les gens étaient même plus contents que moi. Moi, je me rendais pas trop compte de ce qui était en train de se passer. Après ça, j'ai été, on m'a proposé d'être la marraine d'une, étude, qui est développée par Curie, qui s'appelle FEERIC et qui, en fait, essaye de vraiment déterminer combien de femmes
ont réussi à avoir un enfant après un cancer du sein, parce que finalement les chiffres qu'on avait, c'était sur toutes les femmes, sauf que généralement la moyenne d'âge c'est plus 50 ans, donc soit ménopausées, soit qui ont déjà eu des enfants si elles en voulaient. Et donc c'était un chiffre global, donc bien sûr si on intègre les femmes de 50 ans, les données sont complètement faussées en fait. Et je crois que j'ai plus les chiffres exacts en tête de cette étude-là, mais peut-être que vous pourrez les mettre en bas du podcast. Enfin, c'est énorme, je crois, sur 100 filles, sur 100 femmes qui ont tenté de faire un enfant après un cancer du sein. Je sais plus. En tout cas, ça avait l'air d'être plus de 90% pour qui ça avait fonctionné de manière physiologique, on va dire. Donc déjà, c'est un super message d'espoir. Parce que ça veut dire qu'il y a pas enfin, on peut peut-être sauter ce deuxième effet qui se pas cool, de l'infertilité qui plane au-dessus des femmes qui se font diagnostiquer un cancer du sein jeunes, et que ça veut dire que la vie peut continuer après, quoi. Et ça me paraît hyper important de se dire que, voilà, le cancer du sein, ça peut aussi être une période horrible avec des traitements douloureux, mais qu'après la vie peut reprendre son cours. J'avais jamais parlé de mon expérience du cancer du sein à mes enfants. Bon, j'ai un enfant qui a 4 mois, hein, donc on s'entend qu'il est tout neuf, donc j'en ai pas encore parlé. Mais le plus grand a 4 ans, et c'est vrai que je m'étais dit que j'allais lui en parler. Enfin, j'attendais le bon moment en me disant: «Oh, il est trop petit, il comprendra pas». Après, pour moi, je vais raconter une anecdote qui, pour moi, a beaucoup de signification, mais peut-être qu'il y a des gens qui trouveront que ça en a aucune. Mais il avait tout le temps des otites quand il avait 1 an, mais vraiment tout le temps, tout le temps. Et je me souviens être allée à une conférence d'une thérapeute ayurvédique, et à la fin, on pouvait poser un petit peu des questions personnelles en off. Et je lui disais: «Ouais, mon fils, il a tout le temps les otites, je sais plus quoi faire, j'ai tout essayé». Et elle savait que j'avais eu un cancer du sein. Et elle me dit: «Mais tu lui as parlé de ton cancer du sein?» Je dis: «Ben non, je sais pas, il a 1 an, il est trop petit». Elle me dit: «Mais parle-lui-en. Je pense que peut-être qu'il a besoin d'entendre quelque chose». Et je suis rentrée à la maison et je lui dis: «OK, donc tu as 1 an, bon, OK, je t'explique mon cancer du sein». Il a une réaction assez étrange, où il avait peut-être un peu plus qu'1 an, mais enfin, il s'est levé, il est allé dans sa chambre, il a vidé tous ses placards, mais de manière très posé, pas du tout énervé. Puis ensuite, il s'est installé dans son lit, et il m'a signifié que je pouvais lui lire des histoires. J'étais comme: «OK, c'est très bizarre». Bon, voilà, j'avais envie de donner une signification, et je trouvais ça assez beau. Et c'est vrai que depuis, je lui en parle souvent, que j'essaie de lui expliquer de plein de manières différentes. Il y a d'ailleurs un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle «Comment maman a tué le chef des pamplemousses». C'est pas une histoire qui raconte un cancer du sein, mais qui raconte un lymphome. Mais en tout cas, c'est plutôt transposable. Et il adore cette histoire. Je pense que les enfants, en général, adorent ressentir des sensations fortes. Mais là, qu'encore plus, ça soit quelque chose qui soit lié à sa mère, enfin voilà, ça lui plaît beaucoup. Et du coup, quand il voit mes cicatrices, il sait ce que c'est, et voilà, ça pose pas de problème. Enfin, ça ne le dérange pas, ça l'intrigue pas plus que ça. Enfin, ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Souvent, on me demande si je pouvais donner un conseil aux gens qui sont malades là actuellement. Et moi, il y a une phrase qu'on m'a dite et qui m'a vraiment portée tout le long, qui est vraiment toute simple. C'est un jour après l'autre, en fait. Et ça m'a fait du bien parce que au début, j'ai vachement flippé de mourir. Et c'est vrai qu'il faut pas l'oublier, hein, mais il y a bien sûr, ça se soigne très bien, le cancer du sein, mais il y a encore des gens qui meurent du cancer du sein aujourd'hui. Et il y a aussi des cancers métastatiques, et je pense qu'il faut pas les oublier. Mais voilà, moi, cette phrase, elle m'a vraiment portée. C'était un jour après l'autre, et on vit celui-là, on s'endort, et demain, ça sera un autre jour, et on fera avec les problématiques du jour suivant. Et ça sert à rien de se projeter et de flipper, en fait. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée. Et après, si c'était à refaire, j'aurais adoré être en traitement et avoir le podcast Impatiente avec moi à ce moment-là. Je pense que j'aurais eu une autre lecture
de mon expérience. Pour moi, la résilience, c'est quelque chose de très beau parce que je dirais pas qu'on en est tous capables, mais en fait, on en est tous dotés. Et je pense que c'est la capacité de se relever quand on a été mis à terre, en fait. Et je dirais que on l'a tous, en fait, et que c'est très beau de voir les gens se relever, en fait. Lily nous raconte son parcours de patiente et comment la bande dessinée lui a permis de l'appréhender. Aujourd'hui maman et illustratrice reconnue, elle se bat pour montrer aux jeunes femmes que cancer du sein ne rime pas avec stérilité. Le cancer du sein touche chaque femme différemment, mais il est souvent plus agressif chez les femmes jeunes. Le traitement affecte aussi souvent leur fécondité, car la chimiothérapie attaque non seulement les cellules cancéreuses, mais également les ovaires. La grossesse, après un cancer du sein, ne doit pas être découragée. Même si la probabilité d'une grossesse peut être diminuée, tomber enceinte après un traitement du cancer du sein est possible et sûr pour la maman et pour le bébé. Il est important de parler de ces projets et du désir d'avoir un enfant avec son oncologue. Des solutions existent pour mener à bien un projet de grossesse et chaque cas doit être étudié individuellement. Encore merci à Lily. Enfin, si vous aussi vous avez croisé le cancer sur votre chemin, Résilience a lancé une application pour aider chacun et chacune à mieux vivre le cancer au quotidien et vous accompagner sur le chemin de la résilience. Rejoignez le mouvement. C'était le 6e épisode de Résilience. Merci à Lily pour ce précieux témoignage et à vous de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.